tous, bienvenue dans cette émission spéciale de CGTN français en direct sur les deux sessions 2018 sur Facebook et Weibo. Je suis Thierry. Donc, la première session du 13e Comité national de l'Assemblée populaire nationale vient de s'ouvrir ce matin à Pékin. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir inviter deux experts qui sont tous les deux très jeunes de partager avec nous leur point de vue sur les deux sessions de cette année et aussi leur vie en Chine. Alors, tout d'abord, c'est M. Zhong Zhenyu, interprète de l'Université des langues étrangères de Pékin. Vous êtes un vieil ami de notre chaîne, c'est ça, M. Zhong, puisque vous avez fait plusieurs fois pour l'entrepreneuriat simultané des émissions spéciales de deux sessions de notre chaîne. Donc, enchanté, M. Zhong. Merci. Bonjour. Et aussi M. Nicolas Irurson, c'est journaliste français de notre chaîne. Alors, je me souviens encore que l'année dernière, nous avons participé ensemble à la mission des reportages pour le 19e Congrès national du Parti communiste chinois. Voilà, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à vous deux. Alors aujourd'hui, on va discuter sur les deux sessions de cette année et aussi sur votre vie en Chine. Donc tout d'abord, une question très importante pour M. Zhong, c'est que qu'est-ce que c'est l'APN et qu'est-ce que c'est la CCBBC? Je pense que c'est vraiment une question très intéressante et très importante pour tous les internautes, surtout les internautes étrangers. Quand on parle des deux sessions, on parle de quoi? Oui, d'accord. Les deux sessions, c'est la session annuelle de la CCBBC et la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale. La CCBBC, normalement, commence 2 jours avant la session annuelle de l'ABN. La CCBBC, c'est le sigle de Conférence consultative politique du peuple chinois. Donc, comme son nom l'indique, c'est un organe national de consultation politique. Donc, consultation, ce n'est pas un organe de décision ni un organe de pouvoir. C'est une plateforme de consultation entre les membres issus de différents secteurs de la société chinoise et une force non contrainte et une influence politique sur la vie politique de la Chine. Quand il se parle de l'APN, de l'Assemblée populaire nationale, c'est l'organe qui représente le pouvoir suprême de la Chine. C'est l'organe qui représente la souveraineté populaire. Donc, c'est l'organe aussi législateur de Chine qui adopte les différentes lois, qui élit le président, le vice-président de la République, qui adopte chaque année la loi de financement de et le plan de l'année dernière. Donc, c'est un organe très important dans la vie politique chinoise. Ok, merci beaucoup. Pour les concepts de l'APN et la CCBBC, c'est vraiment très clair. Maintenant, je vous invite à regarder d'abord deux reportages, nos journalistes sur place ayant fait au Grand Ballet du Peuple après l'ouverture de l'APN et l'ouverture de la CCBBC. On regarde. Bonjour à tous, je suis actuellement devant le Grand Palais du Peuple à Pékin. La première session du 13e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois vient d'être inaugurée ici à Pékin. Quelques 2158 membres de la 13e Comité national de la CCPPC sont présents à la réunion d'ouverture. Les hauts dirigeants du Parti communiste chinois et de l'État, tels que Xi Jinping et Li Keqiang, ont également assisté à cette séance d'ouverture. La conférence consultative politique du peuple chinois, ce qu'on appelle la CCPPC, est un organe consultatif politique de la Chine. Chaque année, des milliers de conseillers politiques venant de tous les milieux chinois se rassemblent ici pour discuter des principaux problèmes politiques, économiques et sociaux. Je suis Emilia, je serai sur place durant ces 12 jours pour vous tenir informés sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bonjour, je suis maintenant dans le Grand Palais du Peuple pour vous transmettre les informations directement sur place. La première session de la 13e Assemblée populaire nationale se tient à partir d'aujourd'hui du 5 au 20 mars.
L'année 2018 est la première année à mettre pleinement en œuvre l'esprit du 19e congrès national du PCC et cette année marque aussi le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. Donc l'ABN de cette année revêt un sens particulier. 2980 députés venant des 4 coins de la Chine ont été élus pour participer à cette session. Lors de cette session annuelle, on va mettre l'accent surtout sur l'élection de nouveaux dirigeants de l'État. Beaucoup de sujets apportent l'amélioration de la vie du peuple ainsi que sur le plan de développement de l'année 2018 seront aussi apportés. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à suivre nos émissions de CGTN français. On va commencer. Donc, Monsieur Zhong, jusqu'à maintenant, vous avez déjà interprété deux émissions spéciales des deux sessions de cette année pour notre chaîne. Et aussi, Nicolas, je pense que vous avez déjà traduit pas mal de textes Oui, oui. sur ce On en sujet. parle beaucoup, bien sûr. Ouais. Donc, quels sont les trois, vous deux, n'importe quels sont les mots ou bien les expressions qui ont donné les impressions pour vous, qui sont plus impressionnants pour Marquant. vous pendant les deux sessions de cette année? Alors, Je vais j'ai commencer, préparé en fait ouais, deux vas-y. petits tableaux noirs D'accord, ah bon, on va aller. et bien on sûr dit le là-dessus. stylo. Donc, le tableau noir pour Monsieur Zhong, juste là-bas. Donc, en fait, vous pouvez écrire d'abord les expressions que vous avez choisies sur le tableau noir et puis montrer à nos internautes et puis expliquer pourquoi vous avez choisi les expressions. Très bien, ok. Ah, c'est trop vite. Vous avez déjà décidé. C'est quoi? C'est innovation et coopération. coopération. Deux mots, tout simple. Ouais. D'accord. Donc, pour Monsieur Zhong, On a aussi c'est deux mots, décisive. décisive Et Et revenu puis, moyen. revenu Revenu moyen. moyen. C'est aussi simple, mais je pense qu'il y a bien sûr un sens profond. Donc, on va expliquer d'abord par Monsieur Irgerson. Oui, Nicolas. d'accord. Non, bah pour moi, c'est vraiment voilà, les deux choses importantes que je retiens. Innovation technologique, puisqu'on voit qu'il y a la Chine est en pleine transformation technologique, qui passant d'un système économique basé plus sur le côté fabrication industrielle vers un système plus basé sur les services et les... Ce que j'ai remarqué ces dernières années, vraiment, c'est cette transition vers plus d'innovation, plus de technologie, et ça se voit dans la vie de tous les jours. Ah oui, je me souviens encore que c'est que l'année dernière, nous avons fait ensemble en fait un live dans une exposition. C'est marquant pour les progrès que la Chine a fait pendant ces 5 dernières années, c'est ça? Voilà, par exemple le domaine aérospatial, on a vu toutes ces fusées longue marche, les laboratoires Tiangong 1, 2, donc il y a vraiment cette envie de montrer en fait que la Chine est capable de concurrencer, les pays les plus développés, que ce soit les États-Unis ou alors même l'Union européenne dans le domaine spatial. Donc ça, c'est des technologies de pointe. Vraiment, ça prouve vraiment à quel point un pays a le niveau technologique atteint par un pays, de pouvoir envoyer comme ça des sondes dans l'espace, construire des laboratoires ou des stations spatiales. C'est ça, donc c'est un progrès, on dit, de fabriquer en Chine à inventer en Chine. Donc le deuxième mot que vous avez choisi, c'est coopération. Qu'est-ce que ça veut dire cette coopération d'après vous? Pourquoi c'est tellement important pour toi? Alors, je pense que maintenant que le niveau économique vraiment pas encore suffisant, mais quand même assez développé, elle se tourne maintenant de plus en plus vers l'étranger en montrant un petit peu que son économie compte sur la scène internationale. On voit que la Chine est arrivée au 2e niveau économique mondial, juste derrière les États-Unis. D'après les projections, elle devrait même dépasser les États-Unis. Donc il y a vraiment, voilà, la Chine se montre et donc construit des coopérations avec les autres pays de manière bilatérale. Par exemple, moi je peux parler de ce qui se passe en France, puisqu'il y a eu la visite du président français Macron dernièrement. Au début de cette année. Voilà, donc la visite a été très bien reçue, tout s'est bien passé, il y a eu la signature de nombreux contrats. Bon, on pense aux Airbus, par exemple, mais il y a de plus en plus de présence de
je veux dire, d'entreprises françaises hein, qui travaillent main dans la main avec la Chine. Donc la Chine s'ouvre, elle accueille les entreprises étrangères et d'un autre côté, bien sûr, elle est de plus en plus présente hein, dans les pays étrangers, notamment grâce à l'initiative Ceinture et Route, hein, puisque la France veut participer à cette grande initiative où la Chine veut construire comme ça cette relation, ce retour de la route de la soie hein, pour le XXIe siècle. Donc vraiment, c'est ce partenariat de coopération où chaque partie va être gagnante. Oui, vraiment, et non seulement dans le domaine économique ou bien domaine commercial, Oui, et puis même mais culturel. aussi commercial, Oui, et puis même mais culturel, aussi, hein, oui, c'est d'ailleurs. ça, c'est le 23e en fait, 23e mois de francophonie. Bien sûr, voilà, ça c'est eux qui est friande hein, de culture, d'échanges culturels, et c'est vrai que bah, non seulement la France, la francophonie c'est beaucoup plus large, hein, et c'est tous les pays francophones, donc je parle de l'Afrique, le Canada, la Suisse et autres. Donc vraiment c'est une initiative qui existe depuis plusieurs années, qui fonctionne très bien, c'est très bien reçu par la population chinoise qui est de plus en plus nombreuse à apprendre le français. Hein. Dans les grandes villes, hein, je pense à Beijing, Shanghai ou même à Oui, Wuhan. maintenant, même si au lycée ou bien dans les écoles primaires, on commence à enseigner le français comme Voilà, une autre langue étrangère. Ouais. Et pour M. Zhong, quelles sont les expressions ou bien les mots que vous avez choisis? Oui, j'ai choisi les deux mots ou bien, Décisif. qui sont les plus marquants pour moi après les 2 journées de traduction simultanée pour les 2 sessions annuelles de cette année. D'abord, le mot décisif. Il s'agit là d'un mot qui est répété et revenu à plusieurs reprises dans les rapports présentés lors de la session de la CCBBC et de l'APN ce matin. C'est que la Chine entre dans une phase décisive de l'accomplissement de l'édification de la société de moyenne aisance. Pourquoi décisive? Parce que maintenant nous accueillons l'avènement de la société de moyenne aisance. C'est un objectif, c'est le premier objectif centenaire fixé par le Parti communiste chinois et par le gouvernement central de la Chine. Et c'était comme un rêve depuis mon enfance. Depuis mon enfance, on dit qu'on va construire la société de moyenne aisance en Chine. Et maintenant, peut-être cette année ou bien dans quelques années, nous allons voir réellement l'avènement de cette société de moyenne aisance. Donc c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, c'est une phase décisive pour l'accomplissement de cette société de moyenne aisance. Et puis, la deuxième exception, ce revenu moyen, c'est une expression que ce matin j'ai entendu parler dans le rapport d'activité présenté par le Premier ministre chinois, qui dit que la plus grande population à revenu moyen a pris forme en Chine, après avoir présenté le taux de l'augmentation de revenus des Chinois. Donc, ces 2 expressions, ou bien ces 2 mots, représentent les 2 volets de la société de moyenne aisance. D'abord, décisive, il faut sortir tous les Chinois de la pauvreté pour accueillir la société de moyenne aisance. Et puis, il faut que la plupart des Chinois aient un revenu moyen pour accueillir cette société de moyenne aisance. Et Monsieur Zhong, je voudrais vous poser une question plutôt personnelle en fait. Je voudrais savoir, vous avez quel âge cette année? J'ai 43 ans. 43 ans. Donc Oui. ça veut dire que vraiment vous avez grandi avec la réforme et l'ouverture de la Oui, Chine, c'est ça. c'est ça. Puisque cette année, c'est très remarquant, c'est parce que c'est l'année c'est 40e année de la réforme et l'ouverture de la 40e Chine. anniversaire, hein, Oui, de la c'est réforme ça. d'ouverture. Donc c'est quand même très important ce que vous avez écrit sur le tableau noir, décisive. On Ouais. veut dire que cette décisive. On Ouais. veut dire que cette année, c'est aussi une année décisive pour les Chinois de continuer à développer, à améliorer leurs moyens et aussi revenus moyens. Nous sommes très contents de pouvoir, de pouvoir obtenir cette information, de pouvoir savoir ce rapport de M. Li Keqiang, notre Premier ministre, c'est ça. Donc, très bien. Alors, on peut aussi sentir que différents angles écrits par un Chinois, un invité chinois et un invité étranger. Ça veut dire que, d'après vous, il y a différents sujets qui vous intéressent pour les 2 sessions. Et puis, en fait, chaque année avant les 2 sessions, les médias principaux de la Chine
comme par exemple Xinhua Nouvelle ou bien Quotidien du Peuple, ils font toujours les sondages en ligne pour savoir quels sont les sujets ou bien les points chauds que les Chinois, s'intéressent plus. Cette année, il y a en fait 10 sujets qui sont très importants pour les Chinois, soit la lutte contre la corruption, la sécurité sociale, la réforme de l'éducation, la réduction de la pauvreté, le système de logement, la réforme et l'ouverture, bien sûr, la protection de l'environnement, la revitalisation des zones rurales et la gestion des data conformément à la ligne, d'après le sondage de Xinhua Nouvelle et du Quotidien du Peuple. Donc aujourd'hui, j'ai aussi préparé un tableau noir plutôt grand, en fait, vous pouvez voir, et c'est en différentes couleurs. Ah, merci Nicolas, c'est très gentil. Voilà. Et puis alors, ce sont 15 sujets différents. Je veux bien savoir quels sont les sujets que vous impressionnent ou bien vous intéressez plus pendant les 2 sessions de cette année. Moi, je dirais la diplomatie de grande puissance. La diplomatie de grande puissance, et puis ensuite, soit innovation et entrepreneuriat, lutte contre la pauvreté également. D'accord. Et puis pour vous, Monsieur Zhong, Aussi d'abord la diplomatie de grande puissance. la diplomatie de grande grands puissance. pays Je pense que européens. ça, il y a une relation avec vos métiers, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce Et que, puis, oui, oui. Et puis la sécurité sociale. la sécurité sociale. Oui. C'est pas déchiré. Voilà. OK, et très bien. Donc, Nicolas, vous pouvez aussi Ouais, tirer l'innovation et voilà. l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis, pour Monsieur Zhong, il y a encore... Lutte contre la pauvreté, on avait dit. OK. Oui, lutte Allez, contre c'est la parti. pauvreté. Voilà, bon, on va essayer de Ok, discuter. c'est De toute façon, tout c'est les grands sujets, effectivement, qui seront C'est ça? Oui, c'est Ok. discutés. OK. Allez, attention. OK, merci. Voilà. Très bien. Donc maintenant, dans ma main, il y a déjà 4 sujets en fait. Donc 3 c'est choisi par Monsieur Zhong et puis 2 choisis par Nicolas. Tout d'abord, c'est le sujet commun, la diplomatie de grande puissance. Et alors Nicolas, pourquoi vous avez choisi ce sujet? Bon, simplement déjà que la Chine fait partie du comité des Nations Unies, hein, donc elle a évidemment sa voix extrêmement importante sur la scène internationale. Ensuite, à travers l'initiative Ceinture et Route, on voit que la Chine s'ouvre vers tous les pays étrangers hein, pour construire des partenariats bilatéraux. Ensuite, la présence de la Chine en Afrique qui est de plus en plus forte. Hein, il y a des partenariats, il y a des créations d'infrastructures, etc. Donc vraiment c'est important. Puis évidemment, hein, les relations avec les États-Unis, au niveau régional avec la Corée du Sud, hein, on voit ce qui se passe en péninsule coréenne. Donc c'est très important hein, la manière dont la Chine peut apporter une stabilité en péninsule coréenne, hein, surtout que en ce moment c'est vraiment un sujet assez chaud. Ou alors les relations avec l'Union européenne aussi, hein, à un moment où l'Union européenne justement a du mal à rester unie. Hein, on voit tous les problèmes qu'il y a eu l'année dernière avec la crise des migrants, ensuite toute cette vague de populisme hein, qui est arrivée en Europe. Donc là, peut-être avec son point de vue, sa stature maintenant de très grande puissance régionale asiatique, et là, évidemment sa vision hein, vers l'international est vraiment de plus en plus écoutée. Je dirais que c'est extrêmement important et intéressant de voir comment ça va continuer. Voilà, quelle influence de la Chine sur le monde, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Alors, étant un Français qui habite, réside en Chine, est-ce que ce sujet a une influence plutôt réelle pour votre vie en Chine? C'est difficile à dire, hein, au niveau de la vie quotidienne, pas vraiment. Au niveau de mon travail, énormément. Oui, bien sûr. Voilà, c'est étrangers, quand même, on va dire de plus en plus d'étrangers qui vivent à Beijing. Puisque je vis à Beijing depuis pratiquement 9 ans. Donc déjà, quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup d'étrangers présents. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici pour étudier le chinois. Il y a beaucoup d'étrangers qui choisissent de venir travailler en Chine. Et voilà, on sent qu'il y a vraiment un intérêt des étrangers pour la Chine. Hein, et ça ne faiblit pas, hein, puisque voilà, il y a
plus en plus d'étrangers qui vivent ici. Il y a voilà, tous ces échanges. On sent aussi que la population chinoise, d'un autre côté, commence aussi à comprendre un petit peu mieux le monde extérieur. Parce que peut-être qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas autant d'informations sur le monde extérieur, en dehors de la Chine. Et c'était très sino-centré. Et j'ai l'impression que de plus en plus, les jeunes, la nouvelle génération, s'ouvrent et comprend mieux l'extérieur et d'ailleurs aussi va étudier à l'étranger. Donc si on dit que la diplomatie de grande puissance, c'est plutôt une politique au niveau national ou bien international, mais on peut dire que les échanges entre les peuples, du peuple, ça augmente sans cesse durant ces années dernières. Oui. C'est ça. Donc, c'est que la Chine n'essaye pas d'imposer sa puissance aux autres. Hein, c'est vraiment ça. Elle essaye, à travers des partenariats, de se développer en commun. Et ça, c'est un point de vue vraiment intéressant qui change un petit peu par rapport à la manière dont l'Europe ou les États-Unis ont pu imposer leur développement. Pour développer une relation plutôt gagnant-gagnant. C'est ça, oui. Alors, pour M. Zhong, pourquoi vous avez choisi aussi le même sujet comme Nicolas a choisi Oui, parce qu'il s'agit d'un sujet qui est étroitement lié à ma profession. Je suis interprète de profession, donc on peut dire que chaque fois quand je travaille, je participe aux activités diplomatiques au sens large ou bien au sens strict. Et puis concrètement, cette année, la Chine va accueillir le sommet de FOCAC, le Forum de coopération Chine-Afrique. Moi, il y a à peu près 20 ans, dans le siècle passé, j'ai travaillé en Afrique. Avant 20 ans, vous travaillez en Afrique? Oui, depuis il y a 20 ans. Ouais, j'ai travaillé pendant 4 ans en Afrique, dans 2 pays. Le premier pays, la première mission, c'est dans un projet d'assistance technique de la Chine, c'est-à-dire un projet gouvernemental. Et puis, j'ai travaillé dans une entreprise de jointe venture créée par la Chine et un pays d'Afrique. Donc, je constate d'abord l'assistance de la Chine désintéressée au pays amical, voire même fraternel entre la Chine et l'Afrique. Donc, c'est pourquoi j'attends avec impatience cet événement important qui est le sommet en Chine de Forum de coopération Chine-Afrique. Et en même temps, je travaille aussi, puisque je suis interprète, donc je travaille aussi pour toutes sortes d'activités, des échanges entre la Chine, la France, la Suisse et les autres pays francophones. Ouais, donc je pense qu'il s'agit là d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Oui, c'est vraiment, il y a une relation directe avec vos métiers, votre profession, peu importe si c'est journaliste ou bien interprète. Donc après, c'est la sécurité sociale, c'est le sujet choisi par M. Zhong, c'est ça? Oui. La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est là d'un sujet qui concerne la vie quotidienne de tous les Chinois. Moi, je suis aussi protégé par la sécurité sociale parce que je suis profession libérale en Chine. Auparavant, ce régime n'existait pas en Chine. Et puis, à partir de 2013, le président chinois Xi Jinping a dit qu'il faut encourager, il faut impliquer la nouvelle couche sociale pour qu'il puisse apporter la contribution au développement de la Chine. Cette notion de nouvelle couche ou bien de nouveau groupe social est avancée par le président Xi Jinping. Je fais partie de ce groupe. Il s'agit là des entrepreneurs privés, des professions libérales, des avocats, des artistes, etc., qui n'ont pas qui n'ont pas d'unité à travailler. Donc, c'est considéré comme un nouveau groupe social. Et à partir de ce moment-là, on a créé un régime spécial de sécurité sociale pour nous, pour cette population. Et puis, j'ai choisi ce sujet, c'est aussi parce que cela va refléter l'importance de partager des fruits de la réforme et de l'ouverture par tout un chacun de la population chinoise. Par exemple, mon père, il a déjà pris retraite depuis il y a une dizaine d'années, mais depuis il a vu une augmentation régulière de sa pension de retraite.
son régime, c'est le salarié des entreprises publiques. Donc, depuis quelques années, l'État chinois a décidé d'augmenter avec une vitesse plus élevée de la pension de ce régime par rapport aux autres régimes, y compris le régime de fonctionnaires. Donc, depuis il y a une dizaine d'années, la pension de retraite de mon père a déjà été quadruplée, multipliée par 4. Donc, c'est une très bonne approche de faire partager le résultat, les fruits, les succès de la réforme de l'ouverture par toute la population chinoise. Oui, c'est ça. On peut dire que la sécurité sociale, même si au pays développé, ce n'est pas une chose très facile. Bien sûr, surtout une population aussi vaste que celle de la Chine, c'est extrêmement difficile. Hein. Surtout qu'il y a des régions plus ou moins développées. Hein. Les régions côtières sont très développées, mais quand on va dans les campagnes, il y a encore beaucoup de choses à faire et ça va dans le bon sens. Oui, vraiment comme Nicolas a dit, puisque la Chine, c'est toujours un pays en voie de développement et aussi il y a tellement de population. Elle possède la plus grande population du monde entier, donc c'est vraiment pas facile pour le gouvernement chinois. Mais de temps en temps, c'est vraiment, on a déjà obtenu un très bon développement. Donc après, c'est l'innovation et l'entrepreneuriat. Pourquoi, Nicolas, vous avez choisi ce sujet? Bon, disons, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, l'innovation, parce que c'est un sujet extrêmement important pour l'économie, le futur, l'avenir de la Chine. Hein. Tout est lié, en fait. Si la Chine se développe et vers l'innovation, crée de l'innovation, ça va en découler une meilleure économie et puis une meilleure sécurité sociale. Enfin, tout le niveau de vie des gens va se développer. Donc, tout est lié à l'innovation. Parce que maintenant, évidemment, elle a dépassé, hein, comme j'avais dit, elle a fait une transition entre la manufacture vers les produits, les services et les hautes technologies. Alors, l'innovation, moi, je l'ai vue tout simplement en voyageant ici en Chine, hein, avec, par exemple, le système de train à grande vitesse, voilà, qui sert vraiment tous les Chinois. Là. Pour le coup, tout le monde peut l'utiliser. C'est un système très performant et ça permet vraiment de voyager très vite dans un pays aussi vaste. Et alors, évidemment, si tout le monde prend l'avion, il y a un engorgement. Donc, avoir des trains comme ça à grande vitesse qui permettent de relier les grandes villes en quelques heures, donc ça soulage énormément la population et ça permet à fluidifier l'économie également. Et puis, ça s'exporte, puisqu'il y a l'innovation chinoise s'exporte vers des pays, je pense à l'Inde, je pense au continent africain. Alors, par exemple, dans le système des téléphones portables, hein, les téléphones intelligents, les smartphones, les entreprises Huawei, Xiaomi, qui se développent de plus en plus, hein, dans ces pays. Donc, c'est-à-dire que la qualité chinoise est reconnue. C'est plus seulement quelque chose de fabriqué bon marché ou voilà, on prend ça parce qu'on n'a pas le choix. Non, là maintenant, c'est un vrai choix des consommateurs. Ils se tournent vers les produits fabriqués par la Chine. Téléphone portable, je pense aussi à l'électroménager, hein, Haier, qui c'est très connu aussi. Donc, les écrans plats chinois aussi sont plutôt de bonne qualité. Donc, voilà, la vitrine technologique de la Chine, voilà, c'est ces produits-là et ça s'exporte vers l'étranger. Donc, ça m'impressionne. Donc, depuis ces 5 dernières années. D'après vous, est-ce que l'image des produits plutôt inventés en Chine, auparavant on parle toujours fabriqués en Chine, est-ce que cette image est déjà plutôt améliorée en France? Oui, ça y est, ça vient petit à petit. Hein, c'est très lent parce qu'on a en France, hein, sur le Made in China. Il faut quand même quelques années avant que les mentalités changent. Donc c'est en train de venir là maintenant, surtout ces produits vraiment tellement utiles et tellement populaires, hein, qui sont les smartphones. Donc maintenant, oui, ils sont vendus en France. Et aussi moins marché. Oui, c'est ça. Bon marché, ils sont relativement bon marché par rapport à la technologie qui est proposée. Donc là, en France aussi, avec tous les reportages qu'il y a de la Chine, hein, dans les émissions les journaux télévisés, donc, ou dans les journaux, on se rend compte que la Chine est en pleine transformation. Hein. Beaucoup de gens sont intéressés par ce qui se passe en Chine. Je parle de ce qui se passe en France. Enfin, les Français, par rapport à ce qui se passe en Chine. Ils sont très curieux de voir la transformation et il y a une reconnaissance. Voilà. Et il y a une reconnaissance. Voilà. Donc, on part de loin, mais maintenant, je pense que c'est encore plus impressionnant quand ils viennent. Les Français qui viennent en Chine, ils ont une image de la Chine encore vieillotte, avec beaucoup de choses qui ne marchent pas.
Et quand ils viennent, ils voient le système de métro, par exemple, à Shanghai ou Beijing, qui sont très modernes, très propres, très sûrs. Et là, rien que ça les impressionne. Ils vont dans le centre, ici le CBD, le centre économique. Ils voient toutes ces grandes tours énormes qui ont poussé. Bon, à Shanghai, ça fait déjà quelques années. À Beijing, maintenant, même celle où on est là en ce moment, à CCTV, qui est un emblème de la ville de Pékin et de la Chine. Et ça les impressionne énormément. Donc, vraiment, en général, ils reviennent en France en ayant les idées qui ont changé, quoi. Donc, et Monsieur Zhong, pour ce sujet, je veux bien savoir, est-ce que vous avez déjà interprété pour les conférences, par exemple, de l'innovation ou bien de haute technologie organisées entre la Chine et les pays francophones, peut-être? Oui, la traduction pour plusieurs conférences de ce domaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai reçu le texto de China Southern Airlines pour dire que je ne suis plus membre élite de SkyTeam, parce que l'année dernière, j'ai pris beaucoup de trains à grande vitesse à la chinoise, au lieu de prendre l'avion pour aller à Shanghai, à Suzhou, à Nankin, à Wuhan, où il y a une grande communauté française. À Taïwan, j'ai pris le TGV, c'est très confortable, c'est très rapide. Donc maintenant, je ne suis plus membre élite de SkyTeam. C'est le mauvais côté. Et aussi, je sais que vous voyagez toujours du monde entier, surtout en France ou bien d'autres pays francophones, peu importe c'est pour voyage personnel ou bien pour les missions. Donc, d'après vous, durant ces années dernières ou bien durant ces 20 ou 10 années, le développement de la Chine, est-ce que c'est, comment dire, plutôt vite du monde entier ou bien pour les étrangers? Est-ce qu'ils sont choqués par le développement tellement vite de la Chine, d'après vous? Ils ne sont pas choqués. Je pense que les étrangers s'adaptent au développement de la Chine. Par exemple, je viens de retourner du sud de la France, à l'aéroport de Nice. Il y a déjà, c'est marqué un peu partout le chinois. Le salon VIP, c'est marqué chinois. Les gates, les portes, c'est marqué aussi en chinois. Il y a aussi même un stand à l'aéroport de Nice, un stand réservé pour les Chinois où vous pouvez trouver la carte de Nice en chinois. Et on peut télécharger aussi le guide touristique en chinois de Nice sur son portable. C'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a énormément de Chinois qui voyagent maintenant, puisque les revenus ont augmenté, ils ont un meilleur pouvoir d'achat et maintenant ils se rendent dans les pays européens ou autres, ou Amérique du Nord, et voilà, ils sont des clients, des consommateurs, souvent même des grands, je sais, Galeries Lafayette, par exemple, au Printemps, tous ces grands magasins français qui ont souvent la plupart ont des vendeurs qui parlent chinois. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi maintenant, même si à Paris, Printemps ou bien à Lafayette, on peut maintenant utiliser le paiement par WeChat ou bien Alipay, c'est ça. Donc, le dernier sujet choisi par M. Zhong, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est bien sûr un sujet, un point très important pour chaque année pour la discussion des deux sessions, c'est ça? Oui, la lutte contre la pauvreté, c'est un volet important de la construction de la société de moyenne aisance. On ne peut pas avoir une aisance moyenne avec des millions de personnes qui vivent en pauvreté. Donc, il y a 5 ans, depuis le début de nouvelle ère, on a constaté que la Chine a sorti des dizaines de millions de personnes. Et on a utilisé le mot sorti définitivement de la pauvreté, ou bien sorti solidement de la pauvreté. Et on a réussi à reloger beaucoup de personnes démunies qui vivent dans les régions démunies, dans les régions relativement développées pour qu'ils puissent avoir accès à une vie encore plus aisée. Donc c'est un volet très important pour cette nouvelle ère et pour cette phase décisive de l'avènement de la société de moyenne aisance. Et aussi l'expérience dans ce domaine, ça veut dire la lutte contre la pauvreté, l'expérience de Chine peut aussi dans quelques domaines aider les autres pays dans la même situation pour développer eux-mêmes leur lutte contre la pauvreté, c'est ça. Monsieur Zhong, je pense que vous avez aussi travaillé pour l'émission de telles conférences pour ce sujet, c'est ça?
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Oui, j'ai travaillé pour la réunion organisée par UNICEF sur la santé des mères et des enfants, avec la participation de beaucoup de représentants des pays démunis, surtout parce que je suis traducteur, interprète français-chinois. Surtout, il y a des pays francophones, africains, qui participent à cette conférence. Nous allons écouter, pas nous, les participants des pays développés et de la Chine sont là, sont prêts pour écouter les besoins de ces différents pays. Ils ont besoin des matériels, des équipements et surtout des compétences, de la construction de capacités. Parce que la construction de capacités, c'est très important. En Chine, on dit qu'il faut apprendre à pêcher au lieu de donner des poissons. Ouais, donc, la Chine est prête à à apprendre aux autres à pêcher, mais hier, il y avait une conférence de presse organisée par le porte-parole de cette session de l'APN qui dit que la Chine ne va pas imposer ces méthodes aux autres pays. La Chine est prête à partager ses expériences, mais nous n'allons jamais imposer ce que nous avons fait, ce que nous considérons comme meilleur aux autres pays. Ça, c'est la philosophie politique de la Chine. Oui, c'est ça, parce que la Chine demande toujours une relation gagnant-gagnante avec les autres pays. C'est vrai que beaucoup de pays africains sont en demande. Hein. Ils sont admiratifs, entre guillemets, du modèle chinois et ils se disent si la Chine y est arrivée, comment elle a fait pour y arriver? Nous aussi, on voudrait peut-être pas copier le modèle chinois, mais s'en inspirer et trouver notre propre modèle. Donc c'est un peu ça que on va discuter dans ces sessions. Enfin, après, je veux dire, les conférences qui vont résulter. C'est comment adapter un peu le modèle chinois de développement dans des pays qui en ont besoin. Alors, donc, ce que vous avez choisi, sauf la sécurité sociale, comme M. Zhong a présenté, il y a un lien avec le cas de votre père. Les autres, c'est plutôt étant un témoin de la société, du développement social. Et puis, maintenant, on parle un peu sur notre vie quotidienne. Donc, d'après vous deux, est-ce que vous avez ressenti le développement ou bien les changements dans votre vie privée, dans votre vie ou bien professionnelle, bien sûr, dans votre vie quotidienne durant ces dernières années? Oui, bah moi je vais dire par exemple le paiement mobile, le paiement électronique, utiliser son téléphone portable pour aller dans un magasin et puis pas besoin d'apporter de liquide, même pas besoin d'utiliser sa carte. Il suffit de montrer son téléphone, voilà, on le scanne et tout de suite, voilà, ça y est, l'achat est fait. Donc ça, vraiment, je trouve ça extrêmement pratique. Vous commencez à utiliser le paiement en ligne en Chine depuis quand? Ça fait 1 an environ. Oui. D'accord. J'ai commencé un petit peu tard, plus tard que les Chinois, donc il a fallu le temps que je m'adapte un petit peu. Au début, j'avais pas forcément confiance, parce qu'il faut évidemment lier son compte bancaire à son téléphone. Donc, et après, quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, petit à petit, j'ai commencé à m'y mettre, toujours un petit peu, j'essaie, et puis après, je m'en passe plus. Et à chaque fois, maintenant, même si j'ai du liquide dans le portefeuille, je vais quand même utiliser mon téléphone, parce que ça va plus vite. Donc, M. Zhong, est-ce que vous portez maintenant encore le portefeuille avec vous quand vous sortiez ou bien quand vous faites des achats? Oui, je suis relativement âgé par rapport à vous, donc j'ai l'habitude de porter mon portefeuille. Mais j'ai utilisé aussi souvent le paiement par ligne et par le téléphone portable parce que quelquefois, la venteur ou bien la vendeuse n'a pas de monnaie à vous rendre. Oui, donc c'est très pratique de payer directement par le téléphone. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai visité Nice pendant le Noël en chinois quand je reviens de l'étranger. Une fois déposé ma valise chez moi, je ressors dans les supermarchés pour faire des achats. Et puis, à la caisse, je vois que dans mon portefeuille, il n'y avait que des euros en billets. Donc, mais j'ai avec moi mon portable. Le portable pour les Chinois et pour les étrangers, je pense que c'est la toute première nécessité. On ne peut pas vivre sans. Oui, on ne peut pas vivre sans. Donc, quand on sort de la maison, on porte souvent un portable. Donc, heureusement, à ce moment-là, j'ai mon portable, donc j'ai payé par mon portable en RMB. Il ne faut pas oublier de le charger, évidemment. S'il n'y a plus de batterie, ça ne marche plus. C'est le seul problème. Alors, moi, je veux dire aussi la réservation des taxis, tout simplement. On peut utiliser son téléphone portable pour commander un taxi ou une voiture avec chauffeur. Et puis,
juste en mettant l'adresse de l'endroit où on va, même pour ceux qui ne parlent pas chinois, bon, je parle chinois, mais pour ceux qui ne parlent pas chinois, c'est pratique aussi. Ils n'ont pas besoin d'avoir des problèmes de langue. Parce que vous pouvez réserver en avance le lieu que vous voulez Voilà, aller. exactement. L'adresse de destination est indiquée, donc il n'y a aucun problème. Voilà, on ne va pas expliquer comment aller dans tel endroit. Le chauffeur le sait, il utilise un système de GPS pour y arriver. Et puis la facture, tout simplement, c'est payé directement, automatiquement, hein, encore par transfert électronique. C'est extrêmement pratique, ça. C'est vrai que ça change la vie. Oui. D'accord, donc c'est quand même très bien de vivre en Chine, n'est-ce pas? Ah ouais, voilà, la technologie est là, hein, donc voilà, ça change. Hein. Donc pour vous, Monsieur Zhong, quels sont les changements et les développements que vous avez ressentis pendant ces dernières années? Oui, maintenant, cette année, c'est déjà le 40e anniversaire de la réforme d'ouverture. Je pense que le grand changement de la Chine, de notre pays, nous avons éprouvé ensemble. Mais personnellement, j'ai ressenti un autre grand progrès. Ça fait partie aussi des 4 nouvelles inventions de la Chine. C'est l'achat en ligne, la création de Taobao. Parce que vous pouvez voir que je suis un peu comme ça. Donc c'est difficile pour moi de faire des achats, d'acheter des vêtements ou bien des pantalons dans les grands magasins. Auparavant, je dois faire des essayages boutique par boutique dans les grands magasins pour trouver ma taille. Mais je n'arrivais souvent pas avant l'invention de la vente en ligne. Mais après l'avènement de Taobao, je peux trouver les bonheurs pour moi sur la ligne. Il y a des vêtements, des vestes de grande taille, même plus grandes que ma taille. Donc c'est très pratique. Et on peut même changer. Après avoir acheté, si ce n'est pas très confortable, on peut changer une autre taille. Donc pour moi, personnellement, je pense que c'est une grande réalisation. C'est ça. Et M. Zhong a noté en fait les 4 nouvelles inventions en Chine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces 4 nouvelles inventions? Vous voulez dire pour Taobao Moi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais de temps en temps, ça m'arrive. Et moi, ce que je trouve très pratique, c'est de pouvoir commander quelque chose. Et en moins de 48 heures, il y a un livreur qui arrive à domicile. Donc, et puis c'est vraiment c'est tellement populaire, c'est incroyable. Sur les routes, on les voit passer, les kuaidi, comme ça, ils viennent, ils vont, ils viennent. Ça fait partie du paysage maintenant, en tout cas ici à Beijing, mais dans toutes les autres villes. Et ils viennent, voilà, ils distribuent leurs colis. Donc c'est extrêmement facile. On commande et hop, on peut choisir. On a aussi une sécurité quand même, puisque les autres internautes, les autres clients consommateurs peuvent donner leur avis. Et donc on sait si on est sûr que la personne va être sérieuse. Et en général, il n'y a aucun problème. J'ai eu aucun problème avec ça. Donc je trouve ça intéressant. Ouais. Alors, quel est le cas en France, en fait, dans ce domaine? C'est beaucoup moins développé. Hein. C'est beaucoup moins développé. En France, on préfère acheter sur place encore à l'ancienne. On se déplace dans les grands magasins, on essaye. Et bon, voilà, on passe du temps, c'est sûr. C'est plutôt parce que les habitudes sont différentes entre les deux pays, c'est ça? Peut-être les habitudes ou la taille des villes aussi, hein, parce qu'en Chine, la ville de Beijing est grande, donc pour se déplacer d'un magasin à l'autre, ça prend beaucoup de temps, il y a des embouteillages. Donc peut-être c'est lié aussi, voilà, faut que ça s'adapte, voilà, une adaptation à la géographie de la ville, aussi des heures de travail. Peut-être qu'on y viendra en France, on est peut-être un peu conservateur là-dessus, mais on ne sait jamais. Je pense que dans 10-15 ans, on y sera au même niveau. Hein. D'accord. Donc maintenant, on va voir un reportage de notre correspondante a fait en France pour présenter un peu le cas que le métro à Paris maintenant a déjà, comment dire, établi leur compte sur WeChat pour accueillir plutôt les voyageurs chinois et puis aussi le vélo partagé chinois à Paris. Donc on va voir. Touristique pour les Chinois en Europe, la France accueille tous les ans plus de 2 millions de touristes chinois et multiplie des mesures pour les séduire davantage. Récemment, c'est le transport en commun parisien qui obtient le plus de présence sur l'Internet chinois. Nous sommes devant la station chaussée d'Antin Lafayette, l'endroit avec le plus d'intensité des touristes chinois en France et probablement aussi dans le monde.
pour s'adapter à leurs besoins, le réseau de transport parisien, la RATP, a lancé une application sur WeChat, tout en chinois. Nous, on s'est dit, voilà, le réseau social le plus utilisé par les Chinois, c'est WeChat, c'est pas Facebook. Donc, on va monter, voilà, un compte Chinese Renminbi, RATP, pour pouvoir, comme ça, être présent aussi sur l'Internet chinois en amont du voyage. Nous sommes en plein centre-ville de Paris, dans le quartier du Marais. Sur cette application de Ofo, des dizaines de vélos en libre service sont géolocalisés et nous en retrouvons un juste ici à quelques mètres de nous. En novembre 2017, le leader mondial du vélo chinois sans bornes, Ofo, a annoncé prévoir le déploiement de 20 millions de vélos dans les rues de 20 pays à travers le monde. Depuis un mois, on voit des vélos jaunes dans la capitale française. Nicolas, est-ce qu'il y a d'autres histoires que vous voulez partager avec nos internautes, votre vie en Chine? Bah, non, j'ai pas, enfin, sauf s'il y a des questions particulières. Moi, juste, après, c'est vrai que c'est, au niveau personnel, c'est voir un peu la transformation de la ville, voir la transformation de la Chine en général. Comme je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de, ça se développe. On voit dans de plus en plus de grandes villes, il y a un modèle de développement. Je pense que de plus en plus de Chinois, je dirais, sont intéressés par les pays étrangers, veulent aller étudier en France ou au Canada ou aux États-Unis, en Angleterre. Et quand ils reviennent, en fait, souvent ils reviennent et ils peuvent apporter leur expertise, maintenant tout ce qu'ils ont appris. Donc, moi je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants chinois à Paris, par exemple. Donc, et ça continue encore. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment cet échange qui est en train de se construire, de se bâtir et d'augmenter de plus en plus. Vous en êtes la preuve, hein, vous êtes chinoise et vous parlez français. Donc, Okay. Et on est une chaîne francophone, chinoise, donc voilà, c'est la direction, c'est l'avenir. Ok, très bien. Et M. Zhong, puisqu'après, vous allez continuer à faire la traduction simultanée pour les deux sessions. Et est-ce que pour vous, c'est quand même c'est une mission plutôt difficile ou facile d'après vous? C'est une mission très intéressante, oui, parce qu'à travers ces traductions simultanées, je peux aussi connaître qu'est-ce que les différents organes nationaux sont en train de faire, quelles sont leurs réalisations, quelles sont les insuffisances et qu'est-ce que nous pouvons attendre de leur travail de l'année prochaine. Donc je pense que c'est très intéressant de travailler comme interprète simultané pour autant d'événements d'importance nationale. Donc, je pense que vous avez déjà fait pas mal de recherches pour les deux sessions, n'est-ce pas, en avance? Oui, on peut dire pour préparer la traduction, pour bien identifier, bien trouver les mots français corrects, des nouvelles notions, des nouvelles formulations chinoises. Il faut faire des recherches, des préparatifs plutôt. Alors, au début de ce live, vous avez déjà nous raconté ou nous présenté un peu sur les concepts de l'APIAN et la CCBBC. Maintenant, puisque c'est presque la fin de ce live, pourriez-vous aussi nous présenter un peu votre point de vue sur la signification importante des deux sessions, surtout de cette année, et aussi comment et pourquoi pourraient ces conférences influencer la vie du peuple chinois? D'accord. Cette année, pour les deux sessions, d'abord parce qu'il y a seulement pour le moment deux émissions spéciales. D'abord le rapport d'activité du Comité national de la CCBBC. J'ai fait la traduction de ce rapport de manière orale. Et dans ce rapport, je vois que d'abord, il y a une partie réservée au travail fait pendant l'année dernière et les succès obtenus et puis les insuffisances. Et puis la deuxième partie réservée, ce sont une capitalisation de réflexion sur pourquoi nous avons obtenu autant de succès. C'est une analyse de pourquoi nous avons obtenu autant de succès. Et la troisième partie est réservée bien sûr de quels sont nos projets pour le futur. Et donc à travers ce rapport, nous pouvons savoir cet organe national, qu'est-ce qu'il a fait. En fait,
pendant l'année dernière et qu'est-ce qu'il va faire pendant l'année prochaine. Et puis ce matin, j'ai écouté aussi, j'ai écouté aussi le rapport d'activité présenté par le Premier ministre Xin Keqiang, qui a présenté beaucoup d'indicateurs de développement économique et social de la Chine de l'année dernière, y compris le PIB, le taux de croissance, l'augmentation de revenus des habitants urbains et des habitants ruraux, etc. Beaucoup de chiffres. Cela nous donne une image générale de la situation générale de la Chine. Et puis, dans le rapport d'activité, il a aussi tracé également la voie de futur développement et qu'est-ce que le gouvernement va faire pendant l'année à venir, pendant cette année, plutôt pendant l'année 2018. Mais il faut savoir que les deux sessions, ce ne sont pas que des deux rapports d'activité. Parce que cette année, la session annuelle de CCBBC va durer de 3 jusqu'au 15, je pense, 12 jours. Et puis la session de l'APN va durer 15 jours. Jusqu'à 20 mars. Jusqu'à 20 mars, oui, 15 jours et demi. Donc, qu'est-ce que les membres de CCBBC ou bien les députés vont faire pendant le reste des jours ou bien des journées? Ce qu'ils font, c'est d'abord refléter la réalité chinoise parce que les membres de l'APN, ce sont des députés, si on traduit mot à mot de chinois en français, ce sont des représentants populaires, représentants du peuple. Ils représentent le peuple, ils reflètent l'opinion publique de la Chine et puis quels sont les besoins de la population devant le gouvernement ou bien les autres organisations, les autres institutions gouvernementales. Comme ça, les décideurs politiques chinois peuvent prendre des décisions politiques en s'adaptant à la réalité chinoise. Par exemple, tout à l'heure, Nicolas a parlé de Kuaidi, de l'expédition rapide en Chine. Vous savez, l'année dernière, combien de colis exprès envoyés par les Chinois? C'est 40 milliards pour l'année 2017. Oui, donc c'est pourquoi, à partir de l'année 2014, dans le rapport d'activité présenté par le Premier ministre chinois, on a inscrit une phrase. C'est la promotion de développement du secteur de l'expédition rapide. Jusqu'à cette année. L'année dernière, en 2017, le gouvernement central a déjà préparé un projet de l'ordonnance sur la gestion du secteur de l'expédition rapide pour bien gérer ce secteur, gérer le développement de ce secteur. Le développement de ce secteur se développe grâce au développement de cybercommerce, de e-commerce en Chine. Donc c'est une adaptation de la politique nationale à l'évolution de la réalité chinoise. Donc je pense que ça, c'est une signification très importante pour des deux sessions, pour la population chinoise. Et puis il y a aussi un autre point, c'est que cette année, en hiver à Pékin, vous avez constaté peut-être déjà une amélioration de la qualité de l'air. Par rapport aux années précédentes. C'est parce que pendant les dernières années, pendant les deux sessions, une série de conférences de presse seront organisées, dont la conférence de presse du Premier ministre aussi. Lors de ces conférences de presse, pendant ces dernières années, on a soulevé à plusieurs reprises, sous différents angles, cette question de comment améliorer la qualité de l'air. Donc cela a montré l'importance de cette question, la préoccupation de la qualité de l'air pour la population chinoise. Donc les autorités centrales chinoises ont pris note de cette importance et a pris une série de mesures politiques. Et l'autorité centrale a exigé également les autorités de différentes municipalités à décliner, à concrétiser ces mesures politiques. C'est pourquoi nous avons constaté enfin une amélioration de qualité de l'air. Donc ça, c'est l'importance aussi des deux sessions. Donc d'abord, on fait un bilan de ce qu'on a fait et puis on définit les projets de ce qu'on va faire et puis nous allons écouter la voix de la population pour voir comment adapter notre politique au fur et à mesure. Donc je pense que c'est pourquoi ces deux sessions ont une importance pour la vie quotidienne de la population chinoise. Donc en résumé, en fait, la raison
que les deux sessions sont tellement importantes. Il y a une signification tellement importante de cette parce que c'est adapté aux besoins du peuple chinois. Aujourd'hui, merci beaucoup à vous deux d'être ici pour partager avec nous vos points de vue et aussi vos histoires. Alors, Monsieur Zhong, je vous souhaite j'espère qu'il y aura une coopération plus étroite entre vous et notre chaîne au futur pour les émissions spéciales. Et aussi pour Nicolas, j'espère que votre vie en Chine devient de plus en plus, merveilleuse. D'accord, oui, j'espère aussi. Merci. Ok, Merci. donc merci à vous deux encore une fois. Et merci à votre attention sur notre live. Et je vous souhaite une très bonne journée.